Une des facettes merveilleuses de mon métier est de donner à entendre des œuvres d'écrivains. Et vous le savez, j'ai beaucoup de plaisir à faire cela. Mais ce soir, ce n'est pas du tout la même chose. Je dois littéralement être le porte-parole de Colette Mazabrar. Nous savons tous que je ne suis pas elle, mais par la magie du si, nous allons faire en sorte, vous et moi, qu'elle soit là. En fait, elle est déjà là, car avec votre consentement, à partir de maintenant, je suis Colette Mazabrar. Marcher aux lisières, écrire l'étrangeté, méditation littéraire, préambule. Quand on m'a proposé de participer à ce banquet et de réfléchir à ce qui nous est étranger, j'ai souhaité décrire la relation quasi organique entre l'écriture et ce qui nous est étranger. J'ai éprouvé l'envie de développer la posture de laquelle est partie l'écriture des monologues de Labou, posture qui pousse à adopter le tu à la place du je, posture qui invite à se tenir à la lisière, extranéa, du dehors, étrangère. Cette place, je l'appelle terrain connu, par ce mot valise dans lequel il est impossible de séparer terrain connu, la terre intime, de terre inconnue, la terre étrangère, déroutante. Cette place depuis laquelle j'écris, reproduite par l'écriture, habitée dans la marche, est le lieu d'une oscillation constante, d'un vertige constant entre l'étrangeté radicale du monde, l'extériorité, l'éloignement de ce qui est là, et la fusion avec le monde et les éléments, l'innutrition des paysages. Terrain connu est un pays hanté, un pays où affleurent des traces, un passé ou des paroles toujours déjà là, qui reviennent comme inouïes, comme découvertes pour la première fois, dans l'étrangeté de leur altérité première. J'aurais aimé proposer une réflexion plus théorique, mais je n'ai réussi qu'à dupliquer l'écriture des monologues de Labou et donc à marcher sur la marche. Mon propos ce soir ne vise qu'à disposer quelques jalons en terrain connu, cet étrange pays. Premier jalon, écrire la banalité. On entre en terrain connu par un profond besoin de silence, un besoin, comme le répète obstinément le jardinier dans les films de Godard, de laisser un moment le monde sans nom, un besoin de laisser advenir l'étrangeté de ce qui est là, simplement là, et qu'on ne voit pas d'ordinaire, parce qu'on a l'impression de toujours le voir, toujours l'avoir vu, circuler, il n'y a rien à voir. On entre en terrain connu et laisse advenir l'étrangeté de ce qu'on ne regarde jamais, des lieux où l'on ne va jamais, zones qui cernent les villes, cimetières par lesquels on aborde les villages, sentiers qui passent sous le béton des ponts empruntés seulement pour bomber un tag ou uriner, chemins forestiers défoncés par les roues des convois de bois, ronds-points, supermarchés posés au milieu de parkings immenses, les mêmes dans toutes les villes. On laisse advenir l'étrangeté et ce qu'on ne veut pas voir et même nous dégoûte un peu, la boue qui souille, sur laquelle on glisse, la boue pourtant si souple, si douce, si plastique, la pluie, l'étrange banalité du monde. Pourtant, cette banalité, il n'est pas question de la glorifier et de l'enrober de lyrisme, il s'agit simplement de la dire, de la poser dans des paragraphes comme des aplats, des états des lieux, des relevés de surface. En 1991, Richard Long fabrique un petit livre à la couverture cartonnée gris foncé. Il le titre « Labyrinth » et le sous-titre « Local Lanes Walks, Bristol 1990 ». Labyrinth réunit 100 photographies en noir et blanc de routes assez étroites, au goudron crevassé, taché, parfois luisant de pluie, 100 photographies présentées pleine page en vis-à-vis, sans marge. Le cadrage jamais ne montre l'horizon,
Les routes se dressent verticales dans un corps à corps de la surface bitumée avec le marcheur. De hauts talus plantés d'arbres les bordent. L'extrémité de la route esquisse parfois la courbe d'un virage. Les routes sont probablement cadrées avec un grand angle, ce qui accentue l'impression de tomber dans le paysage. Les talus sont élevés sans fossé. Les routes se frayent un chemin entre des murs de végétation. La répétition des surfaces mime la répétition monotone des pas, des jours, des pas qui pourtant ne sont jamais les mêmes. Le bout parfois se perd dans les brumes, la définition des images n'est pas très grande. La marche serait une histoire de surface dans laquelle on s'enfoncerait. Le lecteur, feuilletant des pages presque identiques, lui-même ferait face à une surface mate, silencieuse, face à un sens qui se dérobe. Rien n'aurait lieu que le lieu. Pourtant, il existe des règles pour se perdre, des règles pour marcher. Tu es entré dans les villes par leurs marges, par les lieux où personne ne s'arrête. Tu aimes les cafés désuets, les bars tabac quelconques. Une lectrice te reproche de ne voir que du sordide, de ne pas trouver une lumière d'humanité dans ces gens du Nord. Tu te défends sans doute mal en lui disant que c'est ce que tu as vu. Tu vois des gens que tu ne comprends pas, dont tu ne partages peut-être pas les valeurs, mais ils sont là. Et leur existence même te force à te demander ce qui fait d'une vie une belle vie, ce qui autorise à juger la vie des autres. Tu écris ce que la marche te fait voir, l'absence de pittoresque, la plate banalité, l'idiotie. J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures popillaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Tu en veux à Depardon de faire parler les paysans, de leur poser des questions qu'ils ne se posent pas, ou auxquelles ils ne répondent pas par des mots. Il les crétinise. D'un homme maladroit avec les mots, d'un homme habité par le silence de la terre, il fait un agité sur un tracteur. S'inventer des règles pour marcher, donner une forme à sa marche, donner une forme à sa vie, retrouver la présence, être au monde. Tu marches aux lisières de ton propre pays pour le réapprendre, pour le voir comme avec le regard lavé, marcher à ton dépays pour retrouver la présence, l'intense présence d'un sol à la surface duquel remontent les traces d'un passé, les traces de guerres anciennes, les traces d'histoires anciennes. Tu marches dans les livres lus, Claude Simon, La route des Flandres, Julien Gracq, Un balcon en forêt, Rimbaud. Il s'agit moins d'une sensibilité à l'histoire que de paysages affectifs, de matière intime. Dans Gracq, tu reconnais l'attente, la forêt qui gronde, vivante, le bonheur qui sait et ne sait pas ce qui monte et vient le bouleverser. Claude Simon, peut-être la profonde mélancolie d'une écriture qui laisse dans le présent affleurer simultanément les fantômes de l'histoire. Une écriture qui superpose le sexe et la mort. Les mots guident les pas, dictent l'itinéraire. L'expression chemin des dames te fascine par l'étrange association qu'elle crée dans ton esprit. La mort de milliers de jeunes gens et les dames. La femme qui tue les jeunes hommes. La femme casquée, cuirassée. La Diane chasseresse. Marcher à ton dépays pour retrouver l'intense présence du monde, les petites épiphanies. Tu marches et les ailes se levèrent sans bruit. Tu marches, la marche, la marge devient le centre. La nuit règle le jour. Les forêts, l'humus te recharge en étoiles et lourde du secret de la nuit dans les bois, vivante. Tu reviens vers les hommes. Nuit 1 et jour 1.
Pas-de-Calais. Tu songes au ciel et au labour gras devenu plomb noir, sous un vent auquel rien ne vient dresser obstacle. Du coin de grange surplombant la cour intérieure d'une ferme où tu t'installes, tu entrevois le dos d'un vieux garçon voûté en blouse bleue qui pénètre dans une aile de ferme abandonnée aux poules, empestant le guano. Tu as frappé contre un carreau pour prévenir la mère en tablier à carreaux que tu dormirais là. Tu étales la couverture de survie sur une paille maculée de fientes de pigeons. Ça roucoule. Des poules viennent fouiller, glousser, gratter. La poussière de paille brûle tes narines. La pluie ne cesse pas. Elle ruisselle, luisante sur le chemin. Le vent emporte les sombres nuages. L'eau fouette les tôles, charrie la terre des champs qui deviennent boue. Des bulles d'eau glissent sur le goudron crevassé. L'obscurité semble verte. La pluie noire. Arrivé à Boulogne-sur-Mer, immédiatement les mouettes. Une bande blafarde délimite les champs gonflés de pluie et le ciel noir. TER. Mer à 1 euro. Dans le bus en correspondance, des familles de gens très jeunes avec plus de 3 enfants. Les parents fument. Encombrement de glacières, de parapluies. 2 jeunes ados s'ennuient, le bus ne démarre pas, mais attend le TER suivant. Papa, t'as vu, il n'y a personne cette semaine. La semaine dernière, c'était tout plein, là devant la gare. Le bus, il était bourré. Ils se suspendent au bar du bus, effectuent des tractions, bandent les muscles et demandent à leur père si c'était comme ça à l'armée. Le père, informe, est affalé sur un siège contre la vitre, vêtu d'un survêtement qui plisse, fatigué. Ses cheveux mi-longs sont peignés en arrière, son regard se perd en direction d'un couple plus jeune avec poussette, homme à la fine barbe, capuche, nerveux, brun, visage émacié, air oriental. Femme, cheveux et peau claire, plus épaisse que son compagnon, qui se demande s'il ne vaut pas mieux changer de direction et préférer, vu la météo exécrable, aller à Boulogne-Centre plutôt que partir sur une plage. Tout le monde a le même teint pâle, les mêmes habits délavés, le ciel est gris de pluie, le vent cingle, les nuages vont vite. Iquienne plage, drapeau rouge. Le sentier côtier t'offre à la furie du vent. Tu agrippes les fougères, te coupes les mains. La mer en contrebas écume, tu ne sais plus si la bruine provient des embruns ou du ciel. Un peu plus tard, tu bois une pression ambrée dans un café tapageur. Ton anniversaire. Nuit parmi les plumes et la paille, journée dans les averses, le vent, le ciel bas. Pays vert aux champs rebondis qui donnent l'impression d'être dans la matière nuageuse, sans horizon. Tu avances dans le vert et la brume. Tu veux photographier le sol comme une stèle, tu veux que cette terre sur laquelle ton regard tombe soit vue comme un paysage qui serait vertical, une peau à laquelle on ferait face aux 1000 pores, scories, traces, scarifications. Tu veux qu'on perde l'échelle du paysage. Ton regard cherche des frontières, des franges. Tu fouilles les ombres des herbes, la limite entre les cailloux, les brindilles et le sol. Tu cherches ce qui détermine qu'on s'arrête ici plutôt que là-bas pour fonder une ville, délimiter un pays pour parler une autre langue, cuisiner d'autres plats. Tu fouilles. Devenir boue, s'enfoncer par les ongles, fouir, fouine, ronflement des fossés, pleurs des marcassins, des hérissons, les bêtes qui ne parlent pas. Tu marches dans le sable des dunes, étonné devant le foisonnement végétal qui parvient à y pousser. Le vent déplace le chemin, les nuages sont lourds, le drapeau rouge, un vent violent te bouscule, te déséquilibre. Tu assures davantage encore chaque pas que tu poses sur le sol où tu avances. Les forêts sont devenues colle jaune et boueuse dans laquelle tu dérapes, tombes brutalement. Les branches dont tu cherches à faire un appui cassent. Tu nettoies ton pantalon souillé de boue dans de longues feuilles trempées. Une lumière noire éclabousse les feuilles. Deuxième jalon. Traverser. Recueillir ce cœur qui tombe. Tu marches. Recueille ce cœur qui tombe. Tu marches et tu tombes, touche le sol, prends appui, élan, retiens, traverse ce corps qui tombe, embrasse ce corps qui tombe, fais le passage par ce corps qui tombe et avance. Tombe. Tu avances de tomber, tu marches, recueille ce corps qui tombe, embrasse ce corps qui tombe,
traverse ce corps qui tombe et marche. Fais le passage. Tu ne sais plus très bien quelle fut la première fois où tu pris dans tes bras le corps de ta mère. Tu te souviens du bord d'un lac, le lac de Saint-Front, près de la ligne de partage des eaux, là où les montagnes ardéchoises laissent place au vaste plateau de la Haute-Loire, où le protestantisme cède la place au catholicisme. Tu appelais cet endroit mon plateau magique. Tu en aimais la rudesse, tu aimais cette frontière entre l'étendue fraîche, les prés où se dressaient les gentianes, les bois de conifères austères et les nombreuses entailles couvertes de feuillus de châtaigniers qui descendaient vers la vallée du Rhône. Selon la saison, on voyait au-delà du gris bleuté du couloir rhodanien la chaîne des Alpes et ses neiges. Elle était assise dans les herbes, heureuse des fleurs, du soleil, heureuse de la montagne, de l'air des vacances. Probablement un vent discret caressait-il sa nuque. Elle ne pouvait plus se redresser, immobilisée par ce qui lui brûlait les cartilages. Elle t'avait demandé de l'aider, gênée de ne plus pouvoir bouger seule, inquiète de la possibilité de la douleur si tu te montrais maladroite. Tu l'avais saisie dans tes bras, surprise de sa légèreté, l'avais redressée. Troisième jalon. Tu est un autre. Tu marches. Deuxième personne du singulier. Tu tombes dans la langue, dans le corps langue, projeté. Tu bascules dans l'écriture. Ton récit devient texte par l'emploi de ce pronom. Tu marches et tu pénètres en terrain connu. Le jeu s'est projeté en avant, a basculé dans une place autre, un vide plein, inconnu. Je vous écris. Je suis assise ici, en retrait, mais si mon corps, si mon pied veulent eux aussi être de la partie, je bascule en avant et tombe en tu. Je deviens tu et c'est parti. Ça marche. Tu marches. Tu tombes. Recueille ce corps qui tombe. Traverse ce corps qui tombe et marche. Ce tu, il est le tu de la lettre, le tu de l'adresse. Tu es là et je te parle. Mais il est aussi le pronom du dialogue avec l'absence, avec l'être distant, y compris en soi-même. Ce pronom témoigne en effet de l'empreinte laissée par l'univers de Chris Marker, univers de films de pellicule et de films de papier. Dans ses œuvres, la voix dialogue, est-ce le mot qui convient, avec des photographies. Même les films inventent des fantômes, des absences multiples. Chris Marker entrelace des photographies montées au bon titre, intertitres dactylographiés, coupures de presse, images fixes, visages regardant les images du passé. Chris Marker définit la photographie comme l'art de regarder le regard, et des voix off, qu'il s'agisse de discussions entre amis qui commentent un choix de photos prises un peu partout dans le monde, si j'avais 4 dromadaires, ou de la voix d'un narrateur. Ces films ouvrent comme une spirale dans le temps. La voix off parle au futur du passé. Un jour, il tuerait Rasputin. Un jour. Ce tu, il vient sans doute de ce livre reçu en juin 1986. La date est tracée au crayon à papier par la main qui te l'a offert en hommage à ton amour des chats. La jaquette montre la tête et l'épaule d'une femme de profil qui porte un enfant endormi sur son dos. Un ray de lumière tombe oblique sur le visage de l'enfant et sur la nuque de la femme. On reconnaît l'Extrême-Orient, un Extrême-Orient débarrassé de son exotisme, dans la douceur de sa banalité. Ce livre parle le langage de la mélancolie et t'a probablement donné ton DPI à toi, ouvrant l'étrange espace entre texte, voix off d'un film invisible comme intériorisé, et photographie en noir et blanc de ce qui, pour son auteur, est une banalité japonaise. Des chats, des statues de chats qui saluent, des cimetières de chats, des voyageurs endormis dans les métros ou dans les trains, des écrans de télévision, des hommes politiques qui haranguent des foules, tout un univers où coexistent mystérieusement 12 dévotions aux âmes défuntes et gigantesques affiches murales d'ultraviolence. Ce livre est de Chris Marker, il s'appelle Le DPI 2, et il s'ouvre sur cet avertissement au lecteur.
Le texte ne commande pas plus les images que les images n'illustrent le texte. Ce sont deux séries de séquences à qui il arrive bien évidemment de se croiser et de se faire signe, mais qu'il serait inutilement fatigant d'essayer de confronter. Qu'on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toute chose au Japon. Le DPI raconte le voyage à la deuxième personne du singulier, comme une lettre écrite à soi-même, mais surtout pour dire une distance sur laquelle Chris Marker s'explique dans la troisième partie, revenant alors au jeu. Ce n'est pas seulement la lecture assidue de Georges Semprin qui m'a fait employer depuis le début de ce texte le tutoiement romanesque, plutôt l'envie instinctive d'établir une distance entre celui qui, de septembre 1979 à janvier 1981, a pris ses photos au Japon, et celui qui, en février 1982, écrit à Paris. Ce n'est pas le même. Pas pour des raisons platement biographiques, on change, on n'est jamais le même. Il faudrait se tutoyer toute sa vie. Mais je sais que si je retourne demain au Japon, j'y retrouverai l'autre. J'y serai l'autre. Dans le DPI. Chris Marker raconte son pays imaginaire qu'il a peuplé de mythes qui remontent à son enfance quand il lisait Flash Gordon. Il raconte son pays magique, peuplé des rêves d'enfance, rempli des choses qui font battre le cœur, pays en écho toujours dédoublé, mon pays, je cite, totalement inventé, totalement investi, mon pays qui me dépayse au point de n'être plus moi-même que dans ce dépaysement. Mon DPI. Jour 4. Gizi, Fampoux. Les nuits, la pluie, le sang règlent le voyage. Il est commercial, petite voiture féline, souple et rapide. Stop entre Édin et Saint-Paul-sur-Ternoise. Son amie, esthéticienne du Tour Miss France. Lui commercialise des produits méditerranéens, olives, tout le reste importé du Maroc, de la Tunisie et transformé dans les Pyrénées-Orientales. Il vivrait bien là-bas, au sud. Mais elle, sa copine, elle préfère rester près de la famille. Elle a désormais monté sa propre affaire, à 20 minutes de chez elle. Ici, il faut 1 heure avant d'aller au ciné ou à la piscine. Les nuages encombrent le ciel, les champs sombres sont détrempés. Train pour Arras. Le train est un autobus. Le paysage est plat, le ciel obstrué de nuages qui par intermittence déversent des ondées. Des panneaux signalent les cimetières entretenus par le Commonwealth. Friterie au bord de la Sensée. Arras. Une chatte tricolore surgit d'un buisson. Tu regardes ce pays de gens à la peau et aux cheveux clairs comme si tu ne les avais jamais vus. Comme s'ils n'apparaissaient jamais ainsi, en ombre, sans bigarrure, dans les représentations que tu as de la France. Comme s'ils étaient oubliés. Peut-être se sentent-ils exclus et reconnaissent-ils en Marine Le Pen une qui leur ressemble mais en plus dodue, en plus ferme, en mieux nourrie, parce que les corps pâles et gros que tu vois ont l'air lourds, fatigués d'être lourds, les vêtements défraîchis par les multiples lavages, les cheveux ternes, les peaux flasques. Le sentiment d'étrangeté, c'est aussi le dépaysement provoqué par les noms des supermarchés, des stations d'essence. Carillons des clochers partout. Les accents ont changé. Tu lui fais signe de l'extérieur, de derrière la barrière fermée qui mène aux marches de son escalier. Tu as vu son visage derrière la vitre. Elle semble regarder la télé. Écluse de Fampoux, ouvrage interdit au public, champ piégé. Tu lui montres ta gourde que tu agites, d'un ton bourru. Qu'est-ce que vous voulez ? De l'eau. Elle bougonne, hésite, te regarde d'un air mauvais, puis finit par saisir ta gourde. La porte se ferme. La femme revient quelques instants plus tard, te rend la gourde. J'ai pas mis l'eau du robinet. J'aime pas l'eau du robinet, elle est trop calcaire, je préfère le minéral. Lecture d'histoire de Claude Simon. Tu es incapable de résumer ce que tu lis.
Scintillement d'images, de scènes, de sons, de lumière et d'ombre. Un chaos scintillant, un tableau impossible à composer, comme s'il s'agissait de décomposition, de tomber en poussière de toutes ces scènes évoquées. Comme si tout devenait momie, cadavre dans la boue, immobilité. La guerre, expérience du désordre suprême, de la perte des frontières, pattes des chevaux morts dressés contre le ciel, parties de jambes en l'air, confusion du coït et de la guerre. Canal de la Scarpe, kayak. Des enfants rieurs, pagaient et s'éclaboussent. Des vélos, des pêcheurs. Les gamins descendent des rapides et se cognent dans les boudins. Dans les eaux vertes, des poissons dessinent de larges ronds. 2 hommes effectuent des prélèvements. Tu leur demandes ce que fabriquent les usines. Ils répondent des produits chimiques. Tu leur dis que ça se sent. Ils en ont l'air surpris, mais affirment que, justement, ils contrôlent. Quelques hommes marchent seuls, poings dans les poches, la tête enfoncée entre les épaules. On les croise et ils ne saluent pas. Eaux vertes et sombres, herbes sombres qui ondulent, reflets sombres des arbres qui bordent les canaux, jardins ouvriers. Des panneaux indicateurs où se dessine une croix sur fond blanc ont été modifiés. On a tracé un cercle au milieu de la croix afin de figurer un sigle d'extrême droite. Plus loin, une croix gammée sous un pont. Claude Simon. La guerre, série de gestes auxquels il ne comprend rien. La balle d'acier qu'on ne voit pas venir, les corps transformés en débris, en enflures qui explosent. Braiement d'un âne, les oiseaux ont changé. Oies, canards, foulques, poules d'eau, noirs à tête rousse, bec rouge. Des hérons planent. Quatrième jalon, rage, l'expérience des limites. Tu marches, tu mâches. Dans les confins d'une Europe, tu cherches une langue. Tu penses à te taire et tu laisses advenir une langue. Sur les bords du Danube, en des fins de terre, là où se perdent, se confondent, en des milliers de ramifications de ruisseaux, ruisselés, le fleuve et la mer, vraiment noirs. Les vaches surgissent sur le sable soudain. Tu écrases les mots, ingurgites le paysage. Tu crois que les mots sont des choses. On dit souvent avaler des kilomètres. Dans ton corps-bouche, tu dupliques la marche. Tu foules aux pieds, tu fouilles la langue, creuses la langue, manges les mots. Plus de mots, j'ensevelis les morts dans mon ventre. Tu te livres à une expérience limite, à une expérience des limites. Ça ne peut être que la fin du monde en avançant. Claro dit qu'il y a une rage dans ton texte. Quelque chose ne passe pas, la frontière est poreuse, les mots restent en travers de la gorge. Angustiae, le défilé étroit. Tu traverses, les mots te traversent et c'est toujours la même version latine. Ventum deide an multo angustiorem rupem. Les soldats d'Hannibal n'en finissent pas d'arriver à leur défilé rocheux toujours plus étroit. Atque ita rectis saxis, et si escarpé, ut aegre expeditus meles tentabundus. Qu'un soldat sans bagage, tâtonnant, manibusque retinens, virgula at stirpes circa eminentes. Et se retenant des mains aux broussailles et racines des passants alentour, Démitéré et ses possètes ne pouvaient descendre qu'avec les plus grandes difficultés. Les mots sont des bornes. Le nom de lieu placé en tête de paragraphe est un jalon sur lequel tu tires. La parole est une lutte permanente. Tu ne cesses pas de franchir les Alpes. Le mot est un caillou. Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. Je déjeune toujours d'air, de roc, de charbon et de fer. Rimbaud cherchait un corps nouveau, une nouvelle vigueur. À la fin d'une saison en enfer, il formulait le vœu « Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. » Tu restes fasciné par ce qui parle, fasciné par ce moment où Pasolini filme un Christ qui gueule, sa bouche en gros plan, il engueule ses fidèles. Tu restes fasciné par les faces qu'il filme, ouvriers paysans aux larges mâchoires, pommettes saillantes, bouches, dents, maxillaires, sculptés par la parole. Puissance de la parole. Le langage de vérité profère, libre, des paroles qu'on ne comprend pas, mais qu'on prend.
Le Christ de Pasolini le hurle, dures sont ses paroles, elles seront dures à avaler, les mots rudes en bouche que l'on fait tourner, suce et avale soudain. Tu rêves d'une adéquation entre les mots et les choses, d'un corps devenu texte. Tu rêves d'embrasser la peau des choses, de petites épiphanies. Tu rêves d'une parole incarnée. Il y a les animaux, ils attendent, ils regardent, ils ne parlent pas. Présence muette, vivante, attentive et impétueuse, légère, aux frontières de l'humain. Tu cherches la langue du silence, tu veux devenir boue, devenir bête, tu veux te taire, te terrer, ton terrier. Je mets une pomme sur ma table, puis je me mets dans cette pomme. Quelle tranquillité. Tu marches. Les pas lèvent les mots, ils viennent, suspendus, dans leur éblouissante évidence. Ils surgissent du corps en déplacement, s'imposent, sont là, en leur lieu et moment, neufs, comme baignés dans leur propre océan, posés dans le cortex, sur la page paysage. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. Embrasser les arbres. Giuseppe Pennone amplifie les formes naturelles, déploie l'énergie muette des plantes. Il rend à la nature sa nature primitive. Il prend une poutre, le bois travaillé par la main de l'homme, il les vide pour, en suivant patiemment de sa gouge les nœuds du bois, faire saillir le jeune arbre du cœur de la poutre. Alchimie du bois. Il affirme, travailler sur la pousse des arbres, c'est imaginer des transmutations. Le bois est un matériau dur, le temps le rend fluide et malléable. Selon moi, tous les éléments sont fluides, la pierre même est fluide. Une montagne s'effrite, elle devient sable, ce n'est qu'une question de temps. C'est la courte durée de notre existence qui fait que nous appelons dur ou mou tel ou tel matériau. Changer de repère, changer d'échelle. Nécropole, la forestière. Larcher, Camille Ovide, mort pour la France, le 9 septembre 1917. Coisel, Raoul, Cyril, mort pour la France, le 7 septembre 1917. Fresfond, Lucien, Eugène, mort pour la France, le 6 août 1917. Tépin, Abel, mort pour la France, le 13 juillet 1915. L'homme, Octave, Eugène, mort pour la France, le 24 août 1915. Ardouin, Ernest, Édouard, mort pour la France, le 7 août 1915. Joannel, Arthur, mort pour la France, le 11 juin 1916. Lemagnan, Joseph Désiré, mort pour la France, le 26 juin 1916. G. Léon Alphonse, mort pour la France, le 1er août 1916. Alazar Henri Victor, mort pour la France, le 12 août 1916. Jude Eugène René, mort pour la France, le 20 novembre 1915. Cordier Louis Germain, mort pour la France, le 15 juillet 1915. Tavignot Léonce, mort pour la France, le 15 mai 1916. Cocatrix Gaston Célestin, mort pour la France, le 28 mai 1916. Je m'appelle Justin Marius Eugène Paul. Mon nom ne figure sur aucune des petites croix grises alignées dans un cimetière d'Argonne. Je suis pourtant porté disparu au combat le 17 mars 1915, mort pour la France, pas très loin d'ici, à Beauséjour, dans la Marne, à la côte 196. J'ai disparu dans la boue. Comme mes camarades, moi qui ne connaissais que la campagne de Lincou, dans l'Aveyron, près de Requista, où je suis né le 30 janvier 1887. Jeune père d'un petit Justin, un autre Justin, je suis devenu argile, glaise, hanneton, je suis devenu bolet, à pieds violets, châtaignier, hêtre, tortillard. Je ne connaissais pas le Nord, je n'ai pas de croix en ciment qui m'aime laide parmi les cailloux asséchés de soleil, éternellement à côté de soldats que je ne connais pas, sans le moindre arbuste, rappelle que je suis, moi aussi, venu mourir ici. Le jour où l'on a voulu t'adopter. La chatte blanche à l'entrée de Varennes qui se roulait sur tes chaussures, ne lâchez pas tes lacets. Le monsieur de 80 ans, service militaire dans le corps des chasseurs alpins en Autriche, nous occupions l'Autriche à cette époque, qui voulait poursuivre l'histoire du soldat York dans un restaurant. Venez, je vous invite. Je dois répéter
Je dois repérer un lieu pour notre petite visite. Le jour où la colo a voulu te poser 1001 questions et t'offrir une escalope panée. Le jour où tu as pleuré en sortant de la nécropole, où tu avais lu un message demandant qu'il y ait des croix aussi pour les disparus au combat, ceux dont il ne reste rien, pas même le nom gravé sur une stèle. Nuit 15. Camping à la ferme, près de Neuvilly, en Argonne. Famille en caravane, couple très jeune, des fillettes, la mère clope au bec, barbecue. La monitrice de colo réclame le calme et menace d'envoyer tout le monde se coucher sous la tente, elle au milieu du camp, si on ne peut pas parler et jouer tranquillement. La famille a même un chien. Emma, viens ici, va pas dans la fumée, vous allez avoir mal aux yeux. On va y aller pour voir la gueule qu'il a. On va y aller juste pour voir sa gueule. Envoie-lui un message. Mais il n'a plus de crédit. À presque 10 heures du soir, en plein camping, le père sort sa boîte à outils, vis, bricole, bruit de rabot et de perceuse. Vas-y, appelle, ça sonne. Julia, tu cries pas, sinon je me fâche. Il y a des gens qui dorment à cette heure. C'est pas vrai, elle sort du bain. Julia, je t'en mets une. Il y a des gens qui dorment. Cinquième jalon, la marche, le poème en prose, le cinéma. La poésie libre, elle parle radicalement, elle ne donne pas d'explication, elle ne parle pas la langue commune, elle ne déroule pas le fil d'une histoire, elle s'écarte, clinamen, qui dévie de la trajectoire, de la pluie d'atomes, de la pluie des mots. Le poème suit sa ligne discontinue, trouée de blanc. Il révèle sur la page la marge, le fond sur lequel les lignes de mots avancent, traversent la béance. La phrase du poème avance, funambule du silence. Un dimanche matin de mars 2015 sur France Culture, dans l'émission Talmudique, on rappelle que penser consiste à trouver les mots justes. Il faut parfois se retirer de la langue dans le silence pour nettoyer les mots, en retrouver la matière, les écouter et les remettre en circulation. Il existe une forme de silence qui fait du silence l'écrin de la parole. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, et ce sont des moments successifs. Tu veux que les deux expériences coexistent, la joie, la douleur. Pas de consolation, rien ne console, rien ne remplace, le beau n'efface pas le laid. Au même niveau, les escargots, les animaux poilus et les fermiers. Le poème en prose parle par fulgurance, rupture, illumination, par évidence. Dans le poème en prose, les fleurs disent leur nom. Tout à coup, le carreau dans la chambre paisible montre une tache. La parole ne cesse de venir cogner contre le mur de silence, la lumière de se recharger d'obscurité. Une des premières citations qu'on entend au début des Histoires du cinéma de Godard est empruntée à Robert Bresson. « Sois sûr d'avoir épuisé tout ce qui se communique par l'immobilité et le silence. » Faire du cinéma, du son et de l'image en mouvement à partir de leur contraire. Faire jaillir la lumière d'un fond noir. Les plans sont barrés de troncs d'arbres, de croisillons de fenêtres. Les profils penchés des personnages sont filmés en complet contre-jour. Et par contraste, ce noir profond fait ressortir le rouge rutilant des carrosseries, le vert des prés, les intérieurs éclairés par les lampes à abat-jour, le lac déchaîné, ce lac auquel Godard dit qu'il peut tout lui dire. Les plans ouvrent des trous de lumière dans les plus poignantes ténèbres. Le cri d'un corbeau, la déflagration d'un train, le klaxon d'une voiture couvrent les voix. Se superposent voix off d'un narrateur, voix hors champ, un jardinier bégué. Godard filme les couvertures et des pages de livres. Des personnages parlent par citation. La bande-son devient prodigieuse polyphonie, cacophonie. Les couleurs sont franches. Godard n'explique pas, mais va. Pratiquant un montage de l'hétérogénéité, un cinéma des sons et des images. Sa maison de production, d'ailleurs, porte le nom de Sonimage. Caroline Champetier, dans un entretien avec Alain Bergala, dit que lorsque Godard cadre, il n'encadre pas, mais va puiser l'énergie de la lumière. Il plante les personnages comme un sculpteur.
Son cinéma, dans Hélas pour moi et dans Nouvelle Vague, possède une dimension météorologique, cosmique. Le montage n'y est pas opération de fusion, mais de juxtaposition. Le cinéma de Godard est en quelque sorte un cinéma profondément matérialiste. Des bruits, des images, des mots filmés, des superpositions d'images entrent en collision, comme dans le texte de Lucrèce, voltigent les simulacres et dansent éternellement les atomes dans le vide. Pluie, cèpe et girolles, la mousse commande. Une tique, des framboises, des chevreuils, le chemin à tâtons, grimpé à genoux, vertige des pierres qui roulent. S'il n'y avait pas cette bise, grosse moustache du fermier qui arrête Salada pour t'ouvrir la porte du cabanon du voisin. Tu puises une eau translucide et très fraîche, les bières trempent dans le bac. Au soleil, ça va, mais dès qu'on travaille à l'ombre avec cette bise, on ne va pas vous laisser comme ça. Avant de claquer la portière de leur camionnette, lui retourne dans la cuisine. Ce sont les restes d'hier, on a pris le même au petit déjeuner. Et revient les mains chargées d'un boc de café et d'une part de clafoutis aux abricots. Vous voulez du sucre ? Faut qu'ils descendent faire des courses, c'est la fête de la myrtille ce week-end, alors tout reste à préparer. Nouvelle expérience de l'éternelle réversibilité des choses, pas bu de café depuis 2 jours, et le seul bar trouvé a les portes closes. Pourtant, la déception se transforme en gâteau délicieux. Vous avez une popote ? Feu qui fume, bois humide, chat qui boite, un regard jaune passe, un renard jaune passe, des stèles. Ici sont tombées pour la libération de notre pays le 28 septembre 1944. Poussé feuillage, bruissé ruisseau, 5 juin 1944, 21h30. Marcheuse ? Non. Margeuse. Tu creuses le sol. Tu enfouis dans l'humus sous les feuilles. Tu sécrètes et tu creuses. L'écureuil secoue sa queue par saccades, craquette et grimpe par à-coups, se croyant caché derrière le tronc, trahi par ses cris. Hurlements nocturnes accompagnés de feulements. Champignons, chapeau blanc gluant, couverts de débris d'une peau noire. La forêt s'égoutte et sèche. Décrire ces stèles, les 40 croix identiques en pierre formant saillies sur le mur, tous les hommes du village assassinés, fusillés. C'est l'heure où les animaux... Un pic cogne son gros bec contre un tronc. Passent des cyclistes. La salle de bain qui est tout à refaire, les toiles d'araignée partout, c'est dégueulasse. Bruit des pignons, sifflement vif des rayons, roulement, ils sont passés. Conversation de cyclistes. Il n'y a pas de travail aujourd'hui qui soit épargné par le stress, mon fils. Allongés dans le trèfle, les nuages changent de forme. Petite chanson de la peur. Pardonnez-moi, je vais être indiscrète, mais vous n'avez pas peur toute seule la nuit ? Une hôtesse de l'air l'a dit. L'eau attire l'eau. Il faut donc éviter les lacs, les étangs. La pluie d'orage fait taire le vent. La nuit s'illumine d'éclairs, la vallée vibre. Tu écartes tout ce qui pourrait toucher les parois de la tente. Voix de fillette. Vous êtes tombée ? Oui, j'ai dérapé dans la forêt, dans la boue des chemins. Et même le bras ? Oui. Mais il n'y a plus rien. J'ai trouvé une fontaine pour me laver. 6e jalon. Depuis ta cabane. Tu marches. Tu es entré dans ta petite cabane intérieure, tu as gagné les bois et tu guettes. Depuis ta cabane, tu regardes le chalet, tu regardes la vallée, son viaduc, ses usines sidérurgiques, le Rhône lové dans ses gorges profondes, le Mont Blanc qu'on devine derrière les brouillards dans le lointain. Depuis la forêt postée aux lisières, statue, tu guettes. Petite mère. Sous les branches pelucheuses des noisetiers, parmi les buis qui ont réussi à frayer un chemin pour leurs racines au milieu des pierres de calcaire, tu guettes. Tu es entré dans la forêt, tu es dans le noir, dans la petite cabane, tu as empilé les feuilles, les pelotes de régurgitation, les plumes, tu as accumulé les arbres et leurs radicelles, tu as empilé tout ce qui enveloppe et protège, tu es dans la cabane,
tu as enfilé ta petite tenue de protection, ta panoplie. Tu l'as bricolée de tout ce que les forêts t'ont offert. Tu l'as rapiécée des conversations entendues, des poèmes lus, des pays entrevus. Tu es dans la cabane, les animaux sont là, leur souffle proche, alors tu peux tout lui dire. Tu peux commencer à lui chuchoter à l'oreille, tu peux commencer ton petit travail. Tu es dans les bois, tu écris dans ta tête, tu répares. Dans la chambre noire, bricoler la lumière, avec le noir, fabriquer la lumière. Tu crois à la mécanique des corps, réparer la mer. Tu crois que lui rapporter les bribes du monde, les fragments, les éclats, petit Tintin, rapporteur, reporter. Tu crois que déraciner les arbrisseaux fragiles, les bouleaux, les graciles mélèzes, les sapins. Tu crois qu'extirper les radicelles avec une patience infinie, le réseau des radicelles, les arbres inverses. Tu crois qu'adresser les feuilles des arbres, dédier les herbes, les mésanges, les écureuils. Tu crois que ce corps tordu, le baigner d'images va le soigner, que l'envelopper de lumière va tisser une peau. Tu crois que tu vas réparer un corps. Rebouteuse. Alors tu forces. Tu forces la cage des mots, les mots résistent, les mots ne viennent pas facilement, tu es dans ce combat, on dirait que tu parles comme une mauvaise version latine, tu bouscules le sens des mots, d'outre-rond jusqu'à la racine, tu forces la cage des mots pour faire entrer les soleils, les nuages, les brins d'herbe. Oh, la nouvelle vigueur. Oh, les fleurs. La présence est un combat, une petite guerre. Tu bavardes, tu bégayes, tu pousses les mots pour que la petite flamme dure encore. Tu crois que les mots écrits ont un pouvoir, la toucher par le texte, la caresser par la page paysage, baigner sa fièvre. Tu marches et tu répares. Tu écris la petite voix qui lit à l'oreille, la petite voix qui au micro raconte le monde. Je vous écris du bout du monde, il faut que vous le sachiez. Souvent les arbres tremblent. Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent? Ou faut-il que tout tremble? Toujours? Toujours? Au cinéma, ce qui te fascine, c'est par exemple le moment où, dans El Espíritu de la Colmena de Victor Hérissé, la fillette écarquille les yeux et chuchote à sa sœur un secret. Les monstres enfantés par la nuit. Tu parles à l'oreille. Constamment écris des lettres mentales, adresse des lettres aux absents. Tu crois que les mots vont bousculer, que les mots vont toucher ce corps intouchable, car brûlant de fièvre, ce corps retiré dans sa citadelle de douleur. Dolores, ton petit cinéma. Traversée 3, été 2013, livre de la séparation. Comment quitter la colère, les reproches? Tu décidas de ruminer jusqu'au bout cette colère, de l'épuiser, la sécher en la faisant devenir encre, papier, la presser, l'exsuder. 24 juillet, Bilbao, 6 heures du matin. Tu retrouves le petit cirque de la gare autoroutière. Il faut demander à chaque chauffeur sa destination. On t'accepte dans un bus, installe ton sac dans le coffre à bagages, puis te demande de redescendre. Un autre véhicule prendra les voyageurs pour Oviedo. Celui-ci ira directement à La Coruña. Les voyageurs s'exécutent en riant. On défait la montagne de bagages, transporte le tout dans un autre bus. Un homme monte, bougonne, il cherche un ivre perdu. Les gens passent allègrement du français à l'espagnol dans la même phrase, rient parfois aux éclats, ne s'énervent pas. Ton ventre te gouverne un peu, troublé par cette nuit pas dormie, brinque-ballé par ce fauteuil qu'on ne pouvait pas positionner correctement, détraqué. Ce fauteuil correctement détraqué. Tu veux écrire à une amie, on lui dit de travailler et aimer. Oui, c'est un peu court. Travailler sonne effectivement comme ne pas penser, s'abrutir face à la douleur du monde. Tu te sens un peu inquiète pour ces adolescentes, belles jeunes filles qu'on a laissées ainsi partir seules en bus de nuit avec des chauffeurs qui parfois ne s'embarrassent pas et reprennent la route à fond sans compter les passagers en laissant parfois quelques-uns égarés dans une cafétéria. Tes élèves que tu ne t'attendais pas à rencontrer dans ce bus de nuit. Une dame s'étonne. C'est nous qui arrangeons nous-mêmes nos bagages? On plaisante à propos de l'heure d'arrivée. C'est que nous avons perdu 1 heure dans le Micmac. Du bus, la Cantabrie. Noyer, hortensia, eucalyptus, figuier.
Végétation luxurieuse, luxuriante, verte, brume du matin. Une femme bavarde en permanence avec le chauffeur. J'aime la morue, ils la servent fraîche. Mais non, la morue, elle doit être salée, sinon c'est pas de la morue. Dans ce restaurant, ils servent de ces rations, mais ils savent pas cuisiner à la plancha. L'on gratte et creuse la terre rouge. Le maïs est gras. Les maisons ont leurs palmiers, les passagers ronchonnent. On a quitté l'autopista, mais le chauffeur semble expliquer que c'est mieux, qu'on évitera la ville. De toute façon, la vitesse est limitée à cause des travaux. Colette Mazabra, région toulousaine, juin 2015. Ont été cités Une saison en enfer et Les illuminations de Rimbaud, Lointain intérieur et La nuit remue de Michaud, Germano Sellan sur Giuseppe Pennone, ainsi que Le 10 pays de Chris Marker.